Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à tous ceux qui me regardent à travers la vidéo. Bienvenue à tous. Et le thème de ce soir, est-ce que quelqu'un sait le thème de ce soir? Personne ne sait? Oui. Pourquoi Rembrandt a-t-il fait autant d'autoportraits? Pourquoi Rembrandt a-t-il fait autant d'autoportraits? Et il y a une question que je trouve aussi tout à fait passionnante. Pourquoi, dans l'école occidentale de méditation, on peut faire un enseignement dont le titre s'appelle « Pourquoi Rembrandt a-t-il fait autant d'autoportraits ?» Mais je pense qu'il faut que je sois raisonnable ce soir et que je réponde à la deuxième question après seulement la première, sinon ça va pas aller. Je vais vous perdre, ce qui serait dommage. Mais je voudrais traiter de ces deux questions aujourd'hui. Alors on va commencer par la première. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que Rembrandt a fait environ une centaine d'autoportraits, entre les peintures, les dessins, en 40 ans de carrière. Et il a peint, gravé, dessiné son portrait près de 100 fois. Or, les peintres de son temps, et les peintres en général, ne l'ont fait que 2-3 fois. Après, on a un autre exemple, plus tardif, mais beaucoup plus tardif, de quelqu'un qui a peint son portrait plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un voit Van Gogh, oui. Bonnard, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Bonnard, ça doit être 5-6 fois. Mais Van Gogh, il y a peut-être des points communs entre Van Gogh et Rembrandt. Mais en tout cas, donc Rembrandt, de manière assez exceptionnelle, enfin, exceptionnelle, c'est pas bien dit, mais de manière assez surprenante, c'est pas bien dit non plus, de manière étonnante. Ça, étonnant, c'est étonnant, parce que ça n'est pas du tout l'usage. Qu'est-ce qu'il fait en se peignant? Alors, nombreux historiens d'art expliquent que c'est parce qu'il est narcissique. Mais narcissique, pas dans le sens que je redéfinis, dans le sens où narcissique, c'est la faute par excellence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fond, narcissique est une faute dont nous pouvons qualifier absolument tout le monde. Il n'y a aucune limite. Il y a quelques notions comme ça, dont la capacité d'extension est si vaste qu'on peut se demander si ça veut vraiment dire quelque chose. Parce que de qui on ne pourrait pas dire « Ah, il est trop narcissique ». Mon concierge, mon voisin, ma mère, mes enfants, mon mari, enfin voilà, tout le monde trop narcissique. Ça marche toujours. Enfin bon, ça c'est une... ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Donc, il serait un peu trop narcissique, il serait un peu trop centré sur lui-même, et donc il se peindrait sans cesse. Ce qui est étonnant, c'est que les contemporains de Rembrandt n'ont jamais pensé que Rembrandt faisait des autoportraits. Ils pensaient qu'il faisait des portraits de Rembrandt par lui-même, et la distinction est tout à fait importante, parce que pour eux, le tableau n'est pas une sorte de thermomètre de l'état d'âme du peintre. Pour eux, Rembrandt ne représentait pas son intériorité, mais il faisait
faisait des poses d'un être humain. Il était les peintures que faisait Rembrandt sont des postures, des positions d'un être humain. C'est ça qui était peint. Mais pour l'instant, c'est un tout petit peu abstrait, mais je vais vous expliquer. Mais en tout cas, pour les contemporains de Rembrandt, l'idée d'autoportrait et l'idée que le peintre représente ses propres états d'âme n'a pas du tout d'idée, puisque c'est une idée complètement romantique. Donc beaucoup plus tardive. C'est vraiment à partir du 19e siècle. Moi, je trouve que ma voix, il y a plein d'échos, c'est pas du tout joli. Donc c'est vraiment qu'à partir du 19e siècle qu'il va y avoir l'idée que l'autoportrait, c'est exprimer notre intériorité et essayer de dire quelque chose de notre vérité intérieure. Ça, c'est une idée qui ne peut même pas avoir lieu à l'époque de Rembrandt. Et donc, le tableau est d'abord la représentation d'un homme dans une certaine fonction sociale. Et les portraits sont toujours, les portraits, disons depuis la Renaissance, posent un être humain dans une certaine posture sociale, une certaine posture physique, une certaine posture dans le monde. Et donc, les portraits de Rembrandt par lui-même, on le sait, un signe qui ne trompe pas, c'est que les portraits de Rembrandt, il ne les gardait pas pour lui dans un travail d'introspection profond, mais c'était des tableaux qui étaient tout de suite vendus et ça avait beaucoup de succès. Et les gens voyaient donc une certaine posture. Alors je vais vous dire, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça s'appelait tronie. Et le mot tronie, c'est un mot néerlandais qui est intraduisible, qui était à cette époque-là, à l'époque de Rembrandt, c'était la mode des tronies. Et les tronies, si on traduit par trogne en français, ça ne marche pas du tout, parce que trogne, ça fait un peu le type un peu rousteau, un peu rougeau, qui a un peu trop, bu trop, un peu trop. Donc c'est pas ça, c'est pas la trogne, mais c'est montrer une émotion, quelqu'un dans une posture émotionnelle, quelqu'un qui a un caractère particulier, un rôle théâtral, une expression faciale typique, un peu exagérée, des vêtements exotiques. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, ce serait peut-être pas mal de dire ça comme ça, c'est peut-être un personnage. Le tronie, c'est un personnage. Et c'est vraiment, tous les peintres font ça. Frans Hals et aussi Vermeer fait des tronies. Alors, Vermeer ne se fait pas lui en tronie, mais la jeune fille à la perle, vous savez, ce tableau qui est un des tableaux les plus connus, on sait que ce n'est pas une jeune fille réelle qui l'a peint, c'est une certaine idée de la jeune fille. La fille au chapeau rouge, c'est des tronies. Donc c'est une tête d'expression, si vous voulez, une certaine type d'humanité. C'est aussi un type de personnage, le vieil homme, la jeune femme, l'oriental. Alors imaginez, c'est tout à fait différent. La mode des tronies a donné une impulsion énorme à la peinture, puisque au lieu d'avoir le portrait traditionnel, c'est monsieur machin, qui a de l'argent, veut qu'on le représente et qu'on montre au fond son statut social. Donc le portrait est extrêmement posé et le peintre a très peu de latitude. Ce n'est pas non plus vraiment la ressemblance qui compte, la ressemblance un peu, mais c'est vraiment faire être prisonnier dans certains cadres pour essayer de donner une image positive, comment on pourrait dire, une image positive mais pleine de conventions de soi-même. C'est quand le président de la République se fait photographier, vous voyez, ça c'est un peu le portrait. Le tronie, alors ça donnait une liberté énorme au peintre, parce qu'il pouvait, au lieu d'être pris, il pouvait inventer
l'oriental. Il y a un trône qui est très beau de Rembrandt à Paris, au Petit Palais. Il y a un tableau de Rembrandt, il est légèrement oriental avec un petit chien. C'est un très beau tableau. Alors là, on voit bien le type de personnage. Il y a quelque chose là, une certaine... donc ça permet une certaine inventivité. Donc, le Troni a donné au peintre la possibilité de peindre des visages avec quelque chose, on pourrait dire, avec une inventivité, une liberté, un déploiement pictural tout à fait précieux. Donc, reprenons. On explique souvent que Rembrandt est un peu narcissique de s'être peint aussi souvent. Ça, c'est parce que c'est des gens qui n'ont jamais vu un tableau. Puis les historiens nous expliquent, mais non, pas du tout. Quand on remet dans le contexte, c'est des Troni. Mais quand on regarde les tableaux de Rembrandt, il y a quand même quelque chose qui résiste, même à cette seconde interprétation. C'est « je veux bien, moi », parce que tous les historiens d'art expliquent que c'est des Troni, c'est éclairant. Ça permet de sortir, disons, du cliché du tableau romantique, etc. Mais quand même, qu'est-ce qui a fait que Rembrandt se choisisse lui pour faire des Troni et se scrute pendant des mois, des heures, lui-même? Qu'est-ce qu'il fait dedans? Si vous avez déjà vu un tableau de Rembrandt, donc il y en a un au Petit Palais, un autoportrait de Rembrandt, vous êtes quand même frappé que c'est évident qu'il n'est pas dans un rapport de vanité à lui-même, ce que les gens appellent narcissisme, il n'est pas dans un rapport de vanité, il n'essaye pas de montrer une image glorieuse, grandiose, imaginaire de lui-même. Il joue bien sûr avec les codes, donc ça c'est l'aspect Troni, il joue avec les codes, il a le béret comme ça, enfin il a plusieurs choses, mais on sent quand même que c'est autre chose qu'il cherche. Alors, encore une fois, il n'est pas vaniteux au sens où il ne cherche pas du tout à se donner le beau rôle. Il ne donne pas une image idéalisée de lui-même. Il ne donne pas une image formidable de Rembrandt comme l'homme qu'il faut que tout le monde admire, ce qui serait pour nous la vanité. Ce n'est pas un homme politique, Rembrandt. Il se montre sans complaisance, avec une profonde intégrité. Un tableau de Rembrandt frappe par l'intensité avec laquelle il interroge l'humanité en lui. C'est très étrange que nous sommes démunis pour réussir à penser qu'est-ce que fait quelqu'un comme Rembrandt qui se regarde et qui se scrute toute sa vie. Pour nous, ça devient évident, ça c'est de la vanité, ça c'est vraiment la pauvreté de notre rapport à la chose. Ou alors, on essaye d'expliquer que c'est un regard un peu, disons, objectif. On n'arrive pas à nommer ce qui est pourtant au cœur de l'expérience que nous montre Rembrandt et qui est une expérience tellement importante. Je crois que ce que fait Rembrandt, c'est qu'il scrute dans son propre visage l'humanité elle-même, et il fait la paix avec cette humanité. Et faire la paix avec cette humanité, rencontrer son humanité, c'est rencontrer notre propre fragilité, notre propre insuffisance, voire même notre propre bassesse. Et je crois que c'est ça qui est absolument frappant quand on regarde les tableaux de Rembrandt, en plus on le voit vieillir, c'est comment il se montre sans complaisance, mais sans aucune dureté non plus, avec un regard qui voit la profondeur et la nudité
de sa propre humanité. Et pour moi, c'est ça que je voudrais nommer narcissique. C'est la capacité à pouvoir se regarder avec une telle humanité que ce que nous sommes est absolument, qui est un acquiescement profond à ce que nous sommes. Et je crois que les tableaux de Rembrandt nous montrent la possibilité d'un acquiescement à l'être humain que nous sommes, qui reste jusqu'à aujourd'hui tout à fait vertigineux. Et ce qui est très saisissant, c'est qu'il ne regarde pas, il ne regarde pas son moi. Ce n'est pas le moi de Rembrandt qui l'intéresse. C'est l'énigme de l'humanité qui est en lui. Et au fond, qu'est-ce que ce serait si on considérait qu'être narcissique, ça veut dire rencontrer l'énigme de l'humanité qui est en nous? Mais au fond, est-ce qu'on peut réussir à aimer, disons, je ne sais pas, l'être psychologique que nous sommes? Disons le moi. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que je vais aimer moi? Non. J'aime, j'ai à apprendre à aimer l'énigme de l'humanité qui est en moi. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus vivant. Moi, qu'est-ce que c'est? Comment je vais saisir le moi que je devrais aimer? C'est extrêmement confus. Mais aimer l'humanité qui est en moi, on pourrait dire aimer l'énigme qu'est l'humanité en moi, c'est un peu redondant, parce qu'au fond, c'est aimer l'humanité en moi, c'est aimer l'énigme. Et on voit que c'est ça que fait Rembrandt. Quand on voit les portraits où il est très âgé, sans défense. Il est là sans défense, mais avec une présence et une dignité. C'est ça qui est très compliqué à saisir. Pour nous, soit nous sommes dans la vanité, soit nous sommes dans la dureté. Soit on doit être critique, soit on doit être dans une forme, disons, de louange. Et Rembrandt trouve une attitude envers lui-même qui est juste de ce regard qui prend en garde. Je fais une parenthèse, ma conviction c'est que la meilleure traduction de mindfulness, ce serait prendre en garde. Que méditer, c'est prendre en garde. Que ce que fait Rembrandt, il prend en garde. Il prend en garde le secret de l'humanité. Et c'est absolument clair, là on comprend. Et il prend en garde le secret de l'humanité, non pas dans un travail d'introspection, mais l'humanité dans tous les visages qu'elle peut faire apparaître, et il se regarde lui-même pour être dans une nudité profonde, pour être dans une absence de tricherie profonde. C'est très très simple, c'est toucher ce qui est... Rencontrer l'humanité en nous, c'est rencontrer une blessure. Tout être humain est au fond blessé. Mais pas une blessure, encore une fois, psychologique, une blessure existentielle, si vous voulez. La blessure d'être mortel, la blessure d'être vulnérable, la blessure d'être atteint. Nous sommes atteints, atteignables. Moi, c'est ça qui me frappe chez Rembrandt. C'est vraiment la quête de l'humanité secrète, propre à tout être humain. Plastiquement, c'est tout à fait frappant. Rembrandt utilisait deux types de pinceaux. Des pinceaux
très doux, souple, avec lequel il superpose des fines couches de peinture de manière très lisse, avec une sorte de finesse de détail tout à fait surprenant, et puis des pinceaux beaucoup plus le contraire de lisse, dru, dans lequel il y a des tracés de matière qui sont presque des effacements. Et donc on a une tension dans la peinture de Rembrandt entre la précision et une sorte de flou. Et je crois que il y a une sorte de précision et comme on emploie ce mot italien, de non finito, et qui fait surgir des doutes et des contradictions. Un tableau de Rembrandt est un concrétion de contradiction. Donc il ne montre pas quelque chose de réunifié. C'est la différence entre un tableau de Rembrandt et un portrait Pompier de Winterhalter, par exemple. Dans l'image Pompier, tout est comme unifié, réifié, à la fois unifié, il y a une sorte d'unité indiscutable, il n'y a pas de contradiction, et plus l'unité est forte, plus on va vers le kitsch. On pourrait dire l'unité, alors je ne sais pas si c'est bien dit réifié, qui rend chose, mais il y a quelque chose qui rend chose, parce qu'il y a quelque chose qui réifie, qui rend réifié, ça vient de res, la chose. Donc, à la fois, il y a une unité réifiante, si vous voulez, le point le plus extrême, c'est, disons, l'art Pompier ou Walt Disney. Walt Disney, vous avez les visages, ils sont... là, la princesse, elle est absolument juste une image. C'est lisse, si vous voulez. En langage plus simple, c'est lisse. C'est encore mieux dit. Donc il y a une sorte d'unité simplifiée et il y a une sorte de réification, ça fait lisse. Et ben, Rembrandt, c'est l'antipode de ça. C'est pas lisse, il y a quelque chose on a quasiment l'impression que le visage se défait par la peinture. Au lieu que la peinture disparaît dans un savoir-faire qui donne illusion, la peinture se montre et défait l'illusion pour ramener quelque chose à la peinture. Et cette présence picturale, qui crée une certaine tension, contradiction non finie, qui nous fait éprouver la profondeur humaine. Il n'y a pas de profondeur humaine chez Walt Disney. Il y a un mensonge très radical quant à notre humanité. Là, il y aurait beaucoup de choses à essayer de creuser sur quelle est l'idéologie qui est promue par Walt Disney, ou le kitsch, ou l'art Pompier, ou aujourd'hui Jeff Koons. Jeff Koons, c'est très intéressant. Jeff Koons, c'est vraiment un artiste pompier. Je suis tout à fait étonné que personne n'arrive à dire le phénomène dans toute sa clarté, alors que ça, c'est vraiment tellement évident. Qu'est-ce que c'est l'art pompier? C'est la prétention qu'en suivant un ensemble de règles, nous allons être dans une image qui ne pose plus de questions, qui soit dans une évidence, qui soit juste jolie. Et c'est exactement ce que fait Jeff Koons. Donc c'est vraiment... là, on est complètement... les choses sont... On pose les mauvaises questions. On pose des questions, au fond, uniquement sociologiques.
est-ce que les gens acceptent ou pas? Donc, comme il y a des critiques sur Jeff Koons, on compare avec les critiques qui avaient du temps de Van Gogh. Mais ça n'a pas de sens. Il ne faut pas regarder sociologiquement, il faut regarder le phénomène. Et le phénomène, on voit bien que Jeff Koons, ça va du côté du lisse, de la négation de la mort. Et la négation de la mort, c'est une pensée de mort. Si vous niez que l'être humain est mortel, si vous niez que l'être humain est fragile, si vous niez que l'être humain a besoin qu'on en prenne soin, qu'on l'entende et qu'on l'écoute, c'est ça la violence de la mort. Et Rembrandt, c'est vraiment l'antipode, la réserve, la garde, la prise en garde de l'énigme. Au fond, pour le dire autrement, Jeff Koons ou Walt Disney, mais il n'y a pas beaucoup de différence, c'est la négation, c'est faire comme s'il n'y avait pas d'énigme au cœur de notre existence. Rembrandt, c'est assumer qu'il n'y a de regard sur l'être humain que dans une prise en garde d'une énigme que je ne pourrais jamais saisir ou entièrement dévoiler, mais qui me rend responsable d'elle. Et une des caractéristiques d'un tableau, quand vous regardez un tableau de Winterhalter, un tableau kitsch, vous regardez l'image, vous la trouvez jolie, elle est là. Quand vous regardez un tableau de Rembrandt, il vous regarde. Vous êtes regardé par le tableau dans votre humanité, vous êtes mis à nu par la mise à nu que fait le peintre. Vous n'êtes pas du tout concerné par un tableau de... Vous êtes complètement hors... C'est tout simple. Un dessin de Walt Disney, vous trouvez ça joli, tout ce que vous voulez. Ou comme moi, vous êtes accablé. Mais moi, je pense que je suis un des derniers êtres humains sur cette terre qui n'est pas fasciné par la pop culture. Parce que là, vous avez vu, partout, il n'y a plus que de la pop culture. Et moi, je suis intéressé par la culture qui ne soit pas pop. Mais ça doit être vraiment un signe d'un... Mais alors, non, mais donc... du coup, je me suis perdu. Et donc, c'est le geste que j'appelle, moi, narcissique de Rembrandt, c'est un geste narcissique puisque c'est un geste qui ose demander qu'est-ce que ça veut dire « je » et qui interroge ça. Et c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est « je » ? C'est ça que je pense que Rembrandt, il ne fait pas que des trognies au sens « ça passe bien par là », mais il interroge autre chose. Il interroge qu'est-ce que ça veut dire qu'un être humain dise « je ». Et ce « je », il est insaisissable, il est dans une tension existentielle profonde. Or, on pourrait dire que loin que les tableaux de Rembrandt témoignent de sa vanité, on pourrait dire que les tableaux de Rembrandt sont l'épreuve d'un abandon de toute vanité. Quand on les regarde, quand on arrête de penser, c'est l'absence de toute vanité, c'est vraiment une mise à nu de toutes les restes d'idées qu'on pourrait pour l'appareil extérieur. Même quand il joue avec l'appareil extérieur pour se mettre en scène, ce qu'il montre de lui-même est un dénuement de tout apparat. Et donc c'est plus il se regarde, plus il nous regarde, donc c'est le contraire de la complaisance. Il ne s'épargne pas le ridicule du vieillard à la fin de sa vie avec son étrange bonnet. Et on voit bien que se regarder vraiment, se mettre vraiment à l'écoute de ce que nous sommes, c'est le contraire d'une fermeture sur soi-même, c'est l'espace d'une ouverture profonde. Je crois que ce que nous montre Rembrandt, c'est se regarder dans son humanité avec un regard qui soit assez une prise en garde, loin de nous enfermer en nous-mêmes,
nous ouvre sur le secret de l'existence, sur le secret de la vie. Et il y a une intimité que nous montre Rembrandt, qui n'est pas une intimité psychologique de l'ordre de la vie privée, mais c'est l'intimité de l'individualité. L'intimité qui touche l'existence humaine en plein cœur. Et je crois que Narcisse pourrait nous aider à retrouver cette intimité que nous avons perdue. L'intimité que nous avons perdue, encore une fois, ce n'est pas une intimité psychologique, c'est l'intimité avec la propre énigme de notre humanité. Nous sommes loin d'elle. Voilà un petit peu quelques éléments je crois, du geste. Donc je crois, pourquoi Rembrandt s'est peint autant? Parce qu'il a cherché il a cherché narcissiquement, en mon sens, à sauvegarder le plus profond de notre humanité. Et que chaque fois que quelqu'un regarde un tableau de Rembrandt, il est posé dans sa propre humanité. Pourquoi je parle de ça dans l'école occidentale de méditation? Pourquoi, pour présenter la méditation, je ne vous fais pas un cours sur un point de doctrine bouddhique, où je vous donne des conseils psychologiques pour être plus, je ne sais pas quoi, mais je parle de Rembrandt. Au fond, j'ai pas la réponse à cette question. J'avais la réponse à la première question, je n'ai pas de réponse à cette deuxième question, mais je crois que cette question, elle est cruciale. Je n'ai pas de réponse parce que, au fond, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, si je prends un point de doctrine bouddhique pour parler, ce n'est pas complètement audible. Ça fait de nous, ça met à distance. Pourquoi, si je parle le langage du bien-être, du bonheur et tout ça, on n'approche pas le phénomène au cœur de la pratique de la méditation? Pourquoi l'expérience de la pratique de la méditation, elle est décrite là, je pense qu'on la voit quand je vous parle du geste de Rembrandt, parce que c'est quoi le geste de la pratique de la méditation? C'est sortir de tous les projets qu'on a envers soi-même pour acquiescer d'une manière primordiale à l'être humain que nous sommes. Vous êtes en train de pratiquer, vous êtes irrité, inquiet, perdu, jaloux. Qu'est-ce que vous faites? La pratique, en vous ramenant dans un état de dépossession radicale, vous revenez, ce n'est pas vous qui voulez, donc il y a une dépossession, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un acte volontaire, quelque chose en vous revient et vous garde, et vous gardez le fait que vous êtes gardé, mais quelque chose vous garde, on peut dire le silence vous garde, la présence vous garde. Et là, c'est ça le geste de la pratique, c'est consentir à que l'espace, la présence, le rien, le silence, je ne sais pas comme vous voulez, vous garde et que ce n'est pas à vous de vous garder. C'est à vous de faire ce qu'il faut pour que cet espace-là vous garde. Ça, c'est ça qui est absolument... Pourquoi je suis aussi effrayé de la manière dont la méditation est partout présentée? C'est parce que la méditation est présentée comme quelque chose qu'un sujet fait sur lui-même. Alors que la méditation, c'est s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand qu'un sujet.
Ou dire autrement, la méditation aujourd'hui est une sorte de technique que le moi fait pour essayer d'améliorer son état. Or, la méditation, c'est une expérience toute simple, vous avez tous fait. La méditation, c'est comment il y a quelque chose d'autre que le moi. Vous revenez au moment présent, vous ne savez pas comment. Et après, quelle attitude vous avez avec l'état dans lequel vous êtes? Est-ce que vous êtes furieux contre vous-même? Est-ce que vous arrivez à consentir à l'état dans lequel vous êtes? Consentir, accueillir, qu'est-ce que vous gardez au fond? Vous gardez l'état dans lequel vous êtes, par exemple, vous êtes désespéré. Vous pratiquez et vous êtes désespéré. Dans la vie ordinaire, nous sommes tout de suite en réaction. Si je suis désespéré, il ne faut pas que je le sois, ou je ne sais pas quoi. Là, vous accueillez ça avec le même regard que Rembrandt a dans ses tableaux. C'est-à-dire ce regard qui prend en garde sans aucun jugement, qui accueille, qui déploie. Et c'est vraiment très profondément bon. Ça, c'est très très important. Ça, c'est profondément bon. Et le discours spirituel me semble aujourd'hui incapable d'être fidèle à cette expérience. Parce que le langage spirituel, aussi formidable soit-il, reste un langage spirituel, reste un langage... je ne sais pas pourquoi, ça ne fait pas ce geste qui est à faire, qui est un saut radical au cœur de notre humanité, sans concession, sans projet. Dès qu'il y a l'idée qu'il y a un projet, que je dois passer d'un état à un autre état, c'est perdu. C'est ça qui est très beau chez Rembrandt. En regardant Rembrandt, je comprends que dans la pratique, je n'ai pas à passer d'un état à un autre état, j'ai à consentir de manière extrêmement profonde à ce qui est. Et alors le malentendu, il est radical aujourd'hui. Tout le monde est pris par l'idée que si je suis triste, grâce à la méditation, je vais être moins triste. Si ce matin je suis submergé parce que je suis énervé par je ne sais quoi, grâce à la méditation, je vais l'être moins. Mais ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. La méditation, ce n'est pas son problème. Ça, c'est le bien-être, mais la méditation ne s'occupe pas de ça, ce n'est pas son problème. Si vous êtes mal, la méditation vous apprend à considérer que vous êtes mal et à voir que c'est l'expérience-là qui est la vôtre. Et donc, moi, je comprends très bien que la méditation ne parle pas à plein de gens, et que s'ils sont tristes, ils veulent être joyeux. S'ils sont malheureux, ils veulent être heureux. Et ça, c'est Disneyland, c'est formidable. La spiritualité, c'est Disneyland aujourd'hui. Mais la vie, c'est pas ça. Ça, aujourd'hui, c'est quasiment plus audible, sauf peut-être quand on voit un tableau de Rembrandt ou dans certains poèmes. Mais ça n'est pas ça, la vie. La vie, c'est quand on est triste, on est triste. Et comment on se coltine avec le fait qu'on est triste. Et comment, dans cette tristesse, il y a une ouverture. Que l'ouverture, c'est pas quand je ne serai pas triste. L'ouverture, elle est dans la tristesse. Ce que disait de manière tellement géniale Shunryu Suzuki, quand vous êtes malade, dites-vous, je suis un Bouddha malade. Qui est une manière extrêmement profonde. Mais, aujourd'hui, de manière indiscutable pour tout le monde, la méditation, c'est ce qui va me faire passer d'un état où je suis malade, où je suis triste, où je suis désespéré, à un état où je vais bien. Et c'est tellement catastrophique. C'est profondément catastrophique. C'est parce que ça ne marche pas. C'est faux. C'est faux à la racine.
tout le discours sur le bien-être n'aidera jamais quelqu'un à aller bien. C'est impossible. C'est un malentendu radical. Quand Rembrandt, à la fin de sa vie, se peint, il se montre comme un vieillard sans la moindre concession. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas comment on peut dire, ça c'est pour moi la vérité existentielle. Je m'en fous même maintenant d'appeler ça éveil ou pas, c'est tout. Mais si le mot avait un sens, ce qui n'est pas tout à fait sûr, je préfère l'éveil de Rembrandt à la fin de sa vie que l'éveil disneylandisé qu'est devenu aujourd'hui pour nous cette idée-là. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est un manque de sérieux par rapport à l'existence qui est quand même pathétique. C'est juste pathétique. Donc si vous allez mal, vous allez mal. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Mais ce n'est pas juste que vous ne faites rien. Ce n'est pas juste vous êtes triste et vous ne faites rien. C'est comment vous avez rapport à ça. C'est ça la pratique. Quand on est triste dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'air de dire des choses complètement surréalistes. Mais quand on est triste et qu'on pratique la méditation, c'est la base. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment la base. Tout le monde sait ça sur la pratique. Et après, hop, on a l'impression qu'à la seconde d'après, on a oublié. Mais la base de la pratique pour tout le monde, c'est si je suis triste, je suis sans jugement, j'entre en rapport à ma tristesse sans jugement, je l'écoute, je la ressens dans mon corps, j'en fais l'expérience. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un livre sur la méditation qui ne dit pas ça. Et à la seconde suivante, et donc on doit aller bien. Et donc on ne médite plus, puisque méditer, c'est pas on va bien. C'est si vous êtes triste, vous entrez en rapport à la tristesse, vous l'écoutez, vous la ressentez, vous vous ouvrez à elle, qui est vraiment le geste de prendre en garde, qui est vraiment le geste de Rembrandt. Pourquoi à la seconde d'après, tchouc, c'est fini? C'est quand même un malentendu abyssal. C'est quand même un travestissement complet de la pratique. Donc, c'est pour ça que j'en suis à parler de Rembrandt et à plus vouloir parler d'autre chose, parce qu'au moins, là, on le voit, c'est tangible. Et quand même, on sent, quand même si on est entièrement manipulé par cette idéologie qui fait que tout doit devenir un instrument technique pour être heureux, nous voyons bien, entre un Jeff Koons et un Rembrandt, qu'on n'est pas dans le même degré d'humanité. Et c'est ça. Et au fond, le Jeff Koons, ou Disneyland, c'est fondé sur la négation de la contradiction inhérente à l'être humain. La contradiction, c'est pas bien dit, la tension, l'ambiguïté inhérente à l'existence humaine. C'est vouloir lisser les choses, et c'est affreux. C'est totalitaire. Le fond de l'histoire, c'est que vouloir lisser la vie, c'est l'acte totalitaire par excellence. Et il y a quelque chose de totalitaire chez Walt Disney, chez Jeff Koons, comme dans le nazisme, comme dans le stalinisme, qui sont des manières de vouloir lisser et d'éviter de soutenir l'énigme et l'angoisse de l'existence humaine. Mais il faudrait entendre angoisse de manière très détendue, parce que l'angoisse, c'est tout de suite crispant. Il faudrait entendre angoisse de manière tout à fait détendue, dans le sens, un être humain est angoissé, et c'est très bien comme ça. Un être humain est angoissé parce qu'il sait qu'il est responsable de son existence. Et quelqu'un qui ne serait pas angoissé devant... c'est quelqu'un qui aurait... j'ai écouté l'autre jour à la télé, j'ai pas la télé, j'écoute jamais, mais c'était vraiment lumineux. Quelqu'un expliquait que si nous étions immortels, si nous ne mourions pas, personne ne bougerait plus de chez lui.
Parce que nous pourrions mourir quand même, si nous avions un accident mortel. Voilà. Donc on est immortel, mais si vous avez votre avion explose en vol, vous mourrez. Donc plus personne ne bougerait de chez lui, parce que plus personne ne voudrait prendre le moindre risque, parce que l'idée que vous mourriez comme vous êtes éternel, le prix à payer serait beaucoup trop cher, donc plus personne ne ferait rien. J'ai trouvé ça mais absolument lumineux. Voilà, je pense que le point de ce que je voulais montrer ce soir, libérez-vous du bien-être. Entrez en rapport à la vérité de votre existence. Le malheur du bien-être, c'est de nous faire croire qu'il y a une solution pour qu'il faut fuir l'état dans lequel on est. Il faut rencontrer l'état dans lequel on est. Avec intelligence, douceur, bienveillance. C'est ça que nous apprend la méditation. On pourrait dire entrer en rapport avec ce que nous sommes, avec présence, confiance et bienveillance. Comme ça, je suis dans le bon ordre. Et c'est ça a du sens. Ça peut aider l'humanité.